Et aujourd'hui, on a le plaisir et je dirais même l'honneur d'accueillir notre nouvelle doyenne, une nouvelle directrice du centre qui sera ici pour nous parler un peu des réflexions autour de l'intégration de la recherche dans les différentes activités cliniques et académiques. Avant de présenter Dr. Leblanc, je veux juste vous rappeler de garder vos micros fermés, vos caméras fermées également. La docteure Leblanc présentera pour une certaine période et elle me dit qu'elle encourage les échanges par la suite. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses à discuter, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Donc, pour commencer, Dr. Leblanc est professeure adjointe et doyenne associée de la Faculté des médecines et sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke pour l'Atlantique francophone. Elle est également doyenne associée à l'Université de Moncton et, comme j'ai mentionné, la nouvelle directrice du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Pédiatre de formation, Dr. Leblanc est aussi la fondatrice et la directrice médicale du Centre d'excellence en troubles de spectre de l'alcoolisation fœtale du Nouveau-Brunswick. Reconnue pour son leadership humain, collaboratif et inclusif, elle cumule plus de 25 ans d'expérience en gestion, formation, recherche et amélioration de la qualité. Dr. Leblanc a reçu plusieurs distinctions en reconnaissance de son engagement communautaire et de son rôle dans le développement des programmes interdisciplinaires centrés sur les besoins des individus, des familles et des communautés. Parmi celles-ci figure l'Ordre de mérite de l'Université de Moncton reçu en 2019. Et je peux vous dire, elle était très généreuse, elle en a coupé pas mal parce qu'il y a une longue liste qui vient avec ça. Dr. Leblanc demeure guidé par les valeurs de service à la collectivité, de collaboration et d'innovation. Donc, sur ce, Dr. Leblanc, ça me fait plaisir de vous laisser la parole. Vous pouvez partager votre écran et on vous écoute. Ben, merci beaucoup, Saïd. Premièrement, merci de l'invitation. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous autres aujourd'hui. On va voir si est-ce que vous voyez bien mon écran. Oui. Oui, parfait. Excellent. Ça fait que aujourd'hui, on va faire un peu un tour d'horizon, puis des réflexions autour de l'intégration de la recherche dans nos activités cliniques et académiques. On va voir si tout fonctionne. Bon, parfait. Ça fait que, premièrement, je vais peut-être mettre un peu de contexte là, au pourquoi de cette présentation. Puis initialement, Saïd, quand il m'avait approché, il m'avait demandé de dire, ah ben Nicole, ça serait comme le fun un peu que je puisse partager mon profil, partager les projets de recherche qu'on avait faits. Puis là, je me suis dit, ah ben là, à ce moment-là, ça va être vraiment plus une présentation sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale parce que vraiment, mon champ de recherche, moi, c'est plus orienté là, dans les dernières années autour de cette thématique-là. Mais suite à ça, je me suis mis à réfléchir sur vraiment un contexte plus global. Donc, comment qu'on fait pour intégrer la recherche dans nos activités cliniques puis nos activités académiques, puis comment qu'on amène vraiment la recherche en transversal. Donc, en transversal là, dans tous nos secteurs, puis de quelle façon qu'on est capable de maximiser les ressources, les potentiels qu'on a déjà à l'intérieur de notre système pour vraiment maximiser nos potentiels de recherche. Donc, on sait que la recherche, c'est un moteur essentiel d'innovation et d'amélioration continue. Les gens qui me connaissent, vous savez bien qu'une grande partie de ma carrière a été à miser effectivement sur l'amélioration continue, puis comment qu'on fait pour offrir à notre population ici en Acadie francophone vraiment la meilleure qualité de soins possible. Tout en demeurant innovant dans nos pratiques. Donc, vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'était de stimuler la réflexion, puis d'essayer d'identifier ensemble des pistes d'intégration entre la clinique, l'enseignement, puis la recherche. Fait que ce que je vous propose comme exploration ensemble aujourd'hui, je vais commencer peut-être avec juste un bref survol de mon profil, de mon parcours. Puis après ça, rapidement, j'aimerais qu'on puisse aller voir, ben, c'est quoi notre écosystème. Donc, notre écosystème en matière de recherche, il consiste de quoi ici au Nouveau-Brunswick? J'aimerais qu'on puisse passer un petit moment pour donner une vitrine à nos collaborateurs parce qu'il y a beaucoup de ressources. Puis trop souvent, on pense qu'on est tout seul dans notre bureau à avoir des idées puis à vouloir développer des projets de recherche, mais on est plusieurs à avoir
les mêmes axes de recherche. Donc, qui sont nos collaborateurs? Puis, est-ce qu'on est capable de donner une petite vitrine? Puis après ça, j'aimerais passer peut-être les derniers 15-20 minutes sur vraiment une réflexion commune, collaborative sur quelles seraient nos pistes d'amélioration ensemble. Fait que pour commencer, moi, je suis une graduée de Matthew Martin. J'ai fait mon DSS ici à l'Université de Moncton. J'ai fait mon cours de médecine à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai continué mon parcours ensuite à l'Université Laval pour faire ma pédiatrie. Dans ma dernière année de résidence, suite à des stages ici dans la région de Moncton, je m'étais dit que je voulais explorer un peu plus notre centre tertiaire qui est le IWK. Donc, ma dernière année de résidence, je l'ai faite à l'Université de Dalhousie en partenariat avec le IWK pour terminer ma résidence en pédiatrie, puis faire quelques mois supplémentaires en oncologie pédiatrique parce que ma première passion était vraiment de développer le secteur de l'oncologie pédiatrique à Georges Dumont comme service tertiaire. Fait que j'ai commencé ma pratique dans le réseau de santé et vitalité, qui était le réseau Beau Séjour dans le temps, en 97. Puis, étant presque seule dans mon département pendant très longtemps, j'ai vite axé ma pratique sur l'aspect professeur. On a monté ensemble dans le département de pédiatrie tout le volet enseignement qui est en lien avec la médecine familiale, mais aussi en lien avec les stages de spécialité. Puis, probablement le projet pour lequel j'ai probablement été le plus connu dans mon volet clinique, c'est vraiment le centre d'excellence pour les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale au Nouveau-Brunswick, pour lequel je suis fondatrice et qui est en existence maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années. La majorité des projets de recherche que j'ai eu à faire ont été en lien avec le centre d'excellence, quoique au début, on a quand même fait quelques projets de recherche aussi en lien avec l'oncologie pédiatrique, puis tout le réseau d'oncologie pédiatrique des provinces atlantiques. Dans le réseau de santé et vitalité, j'ai aussi eu le privilège d'être médecin-chef du réseau de santé pendant 7 ans. Puis, j'ai continué mon parcours comme registraire adjointe au Collège des médecins chirurgiens du Nouveau-Brunswick, où j'ai développé puis vu à l'implantation du programme d'évaluation de la capacité à exercer, le PRA, Practice Ready Assessment, qui est le programme où on fait l'évaluation des médecins internationaux pour voir s'ils ont les compétences acquises pour être capable de pratiquer au Nouveau-Brunswick. Donc, de là, le Collège Royal, en fait, j'ai tout pas mal dans les 10-15 dernières années, j'ai été évaluatrice pour les examens du Collège Royal des médecins chirurgiens du Canada pour le secteur de la pédiatrie. Donc, comme vous pouvez voir dans mon parcours professionnel, tout ce qui a trait avec la qualité, l'évaluation, le développement de pratiques innovatrices a toujours été vraiment au cœur de mes actions. Puis quand moi je suis venue ici au Nouveau-Brunswick, je m'étais dit au début, vraiment, on ne m'a pas embauché pour être pédiatre, on m'a embauché pour développer un département de pédiatrie. Il y a une différence dans la façon qu'on l'avait positionné à ce moment-là, puis je pense que ça a vraiment tracé un parcours qui était très différent pour moi aussi. Mais avec ce parcours-là, ce que ça m'a permis de faire, je me suis toujours dit, nos enfants ici au Nouveau-Brunswick, notre
population ici au Nouveau-Brunswick devrait avoir la même qualité de soins que peu importe où est-ce qu'ils seraient traités dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener les meilleures pratiques, les pratiques innovantes ici chez nous pour offrir la meilleure qualité de soins à notre population. Donc, tout ça, ça m'a apporté à mon dernier ou mon nouveau chapitre, pas mon dernier chapitre, mon nouveau chapitre comme directrice, comme doyenne associée de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, doyenne associée de l'Université de Moncton et directrice du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Ça fait que je suis très, très, très contente de mes nouvelles fonctions, puis de pouvoir prendre tous ces différents éléments-là, puis les mettre au service de ma collectivité. Donc, dans mon profil, on m'avait demandé initialement là, de toucher peut-être un peu sur qu'est-ce qu'étaient les différents éléments de recherche sur lesquels j'avais travaillé. Puis vraiment, dans les axes, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'était vraiment le Centre d'excellence pour le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. On est le seul centre d'excellence, on est la seule clinique diagnostique à l'est de l'Ontario. Puis, le Canada est vraiment à l'avant-front au niveau mondial pour ce qui a trait aux critères diagnostiques. Donc, on a eu de multiples publications qui y étaient alignées avec c'est quoi les données probantes pour les critères diagnostiques pour le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. J'ai aussi j'ai eu des publications, puis j'ai fait beaucoup de travail sur comment adresser les TSAF dans le système légal et juridique au Canada, dont une publication là, qui était le consensus canadien sur Legal Issues of FASD qui a été faite en Alberta. Puis ça aussi non seulement eu des publications d'articles, mais aussi un livre qui a été publié sur toute la démarche qui avait été faite pour arriver à adresser le TSAF dans le système canadien. Les autres articles étaient vraiment plus en lien avec l'accompagnement des cliniciens. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme outil concret suite à l'évaluation de données probantes pour des outils de comment les médecins de famille, comment les professionnels de la santé de première ligne, comment ils sont capables d'avoir les bons outils pour être capables de suivre la clientèle TSAF à travers leur trajectoire de vie. Puis, plus récemment, probablement que nos secteurs de recherche au centre d'excellence étaient vraiment liés avec l'expérience client. Donc, on essaie vraiment d'intégrer l'expérience de l'individu, des membres de leur famille et aussi de nos collectivités dans la trajectoire de soins. Donc, d'être capable d'évaluer les trajectoires de soins, voir de quelle façon, de quel impact, exemple, une liste d'attente, combien de temps que les clients peuvent attendre, quel genre de consultation qu'ils ont pu avoir avant de se rendre à notre centre d'excellence, puis quel impact que ces expériences-là, puis sa trajectoire de soins-là a sur non seulement le diagnostic, mais vraiment sur l'individu comme tel. L'autre élément qu'on a touché dans les dernières années, c'était vraiment l'intégration du patient partenaire, du client partenaire comme chercheur. Puis ça a vraiment été une expérience très enrichissante qui nous a apporté beaucoup d'apprentissage puis beaucoup de leçons. Non seulement pour moi comme chercheur clinicienne, mais aussi pour les chercheurs puis les équipes de recherche avec qui je travaille pour vraiment prendre un peu de recul puis d'être capable de bien identifier c'est quoi les besoins de nos patients, c'est quoi les besoins de nos clients, c'est quoi les besoins de nos familles, les membres de nos familles, puis comment qu'on fait pour les amener à la table avec la même expertise. Pas la même expertise, mais avec leur expertise de patients partenaires dans leur trajectoire de soins. Ça fait que ça, c'est vraiment, si je fais un résumé, là, les champs d'expertise de recherche qu'on a développés chez nous
au centre d'excellence. Puis ça, ben, ça a mené, j'ai juste sorti quelques-unes des publications qu'on avait, sur lesquelles on a travaillé. Puis oui, les publications sont importantes dans le monde de la recherche, mais je pense qu'il faut aller au-delà de la publication. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la publication? Puis, est-ce que la publication, on est capable de vraiment l'amener dans un moteur, de pouvoir changer nos pratiques, puis faire en sorte qu'on est vraiment dans un cycle d'amélioration continue. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que ça nous a vraiment propulsé à vivre des expériences très riches. Là, ici, c'est juste quelques photos, puis j'ai juste pris quelques photos probablement des 2-3 dernières années. Mais ça nous a apporté à faire de multiples présentations, vraiment un transfert de connaissances. Comme vous pouvez voir ici, là, j'ai des membres d'équipe. On a un année qui travaille avec nous dans nos projets de recherche pour tout ce qui est les Premières Nations. On a des étudiants, on a l'équipe d'appui de la recherche de vitalité, on a des chercheurs, on a des présentateurs. On a même fait certaines découvertes lors de visites qu'on a faites pour essayer de voir de quelle façon qu'on est capable d'avoir un impact plus grand sur nos systèmes de soins puis les trajectoires de soins qu'on offre à notre à notre clientèle. Ça nous a aussi permis d'avoir un volet de rayonnement, tant pour le centre d'excellence que pour le réseau de santé et vitalité, que pour les universités de Sherbrooke, l'Université de Moncton, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Je pense que quand on arrive sur la scène nationale puis la scène internationale, puis qu'on présente nos projets de recherche, ça nous propulse vraiment à l'avant-plan des données probantes, de l'innovation, puis de comment on est capable de vraiment amener les meilleures pratiques chez nous. Ça nous a aussi permis, je pense que la façon intégrée de voir la recherche puis l'amélioration continue au sein de nos pratiques, bien, ça nous a aussi permis d'avoir des prix. On a reçu le prix de pratique exemplaire. On était les premiers au Canada dans le monde du TSAF de recevoir une pratique exemplaire avec Agrément Canada. Puis, on est des grands collaborateurs avec le Canadian FASD Research Network. Puis là aussi, on a été nommé pour de multiples prix, dont un prix national, le prix Claudette Bradshaw en innovation. Donc, ça nous a vraiment permis d'avoir un rayonnement. Puis moi, quand je vois, j'étais un peu émotive là, quand je sortais toutes les photos. Là, je me disais, waouh, ça nous a vraiment permis de pouvoir vivre des belles expériences, mais de donner des opportunités à beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick de pouvoir rayonner au niveau national puis international. Fait que ça, c'est un peu mon profil à moi. S'il y a des gens qui ont des questions à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais j'aimerais peut-être revenir un peu sur la recherche comme pilier fondamental. La recherche, ça nous permet d'améliorer les pratiques cliniques puis la qualité de nos soins. Ça, je ne pense pas qu'il y a personne en ligne qui est en désaccord avec ça. Ça va vraiment nous permettre de renforcer la formation de la relève, puis le rayonnement institutionnel, comme je l'ai mentionné. Trop souvent, par contre, on a comme des écarts entre c'est quoi la mission des soins, l'enseignement, puis la recherche, puis comment est-ce qu'on est capable d'intégrer ça d'une façon plus fluide à l'intérieur de nos systèmes. Fait que dans nos activités cliniques puis académiques, bien, il y a des points de convergence. Puis quand on regarde les points de convergence, il y en a plusieurs. La recherche alimente puis améliore la pratique clinique basée sur les données probantes. Nos activités cliniques vont nourrir la recherche par l'identification des besoins de la population puis des cas cliniques. Puis notre enseignement, ben, lui, va agir comme vecteur de transmission des connaissances, puis de la formation des futurs cliniciens et cliniciens chercheurs.
le pilier qui est super important, sur lequel je veux vraiment qu'on mette de l'emphase, c'est vraiment l'identification des besoins de notre population. Parce que si on utilise la recherche comme moteur pour se propulser vers une amélioration des soins, il faut vraiment toujours avoir le gauge sur c'est qui notre clientèle, c'est quoi notre population, puis c'est quoi les besoins de la population. Fait que je pense qu'on a on a plusieurs ressources ici dans la province, puis je vais y toucher un petit peu tantôt. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans mon parcours, c'est comme si qu'à chaque fois que j'ai eu un différent chapeau ou un différent pôle de responsabilité, c'est comme si que je développais tout un autre secteur de ressources qu'on avait en matière de recherche. Fait que je me souviens au début, quand j'ai été chef de département pendant une vingtaine d'années, puis à ce moment-là, ben, la recherche, c'était vraiment ben, c'est quoi les idées, puis c'est quoi les écarts, puis comment qu'on fait pour adresser nos écarts en matière d'amélioration de la pratique. Mais rapidement, ce que je me suis aperçue quand je suis arrivée médecin-chef, ben, j'étais comme, oh mon Dieu, il y a comme tout un autre secteur dans le réseau de santé et vitalité d'appui à la recherche. Ah, c'est quoi tout ce secteur-là d'appui à la recherche? Après ça, quand je suis arrivée même récemment au centre de formation, j'étais comme, ah, ben le centre de formation, wow, OK, on a tout un autre pool de recherche de ressources au niveau de la recherche qui est à ce niveau-là. Puis, je ne suis pas sûre que pour nous autres, comme cliniciens ou comme médecins, praticiens ou infirmières qui pratiquent sur le terrain, le travail social, vraiment tous les professionnels de la santé, pas sûr qu'on connaît bien toutes les ressources qui sont là, puis le potentiel qu'on peut avoir en matière de recherche quand on se met ensemble comme équipe. Puis, les questions que les gens vont tout le temps me poser, ben, la première question qu'on me pose, c'est comme, ah ben Nicole, tu as fait tous ces projets de recherche-là, mais où est-ce que tu as trouvé ton financement? Puis, où est-ce que tu as trouvé ton temps? Sur ça, là, ces deux questions-là, je vais les adresser en commençant parce que j'ai jamais eu de financement pour faire mes projets de recherche, puis j'ai jamais eu de temps qui était alloué ou qui était dédié uniquement à faire de la recherche non plus. Puis honnêtement, je pense que si j'avais attendu 15 puis 20 ans passés d'avoir du financement puis d'avoir du temps, je ne sais pas si c'est la bonne chose à dire, mais c'est vraiment comme c'est ça la réalité. Je ne suis pas sûre que j'avais attendu pour le financement, j'avais attendu pour le temps qu'on serait rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui en matière de recherche. C'était vraiment parce qu'on avait l'intérêt, on avait la motivation, puis on est allé chercher les bonnes personnes pour bien s'entourer, puis de là, on a développé notre capacité en recherche. Je pense qu'on a beaucoup à améliorer dans la connaissance des ressources qui sont là afin de vraiment maximiser nos partenariats. Je pense qu'on a fait beaucoup de beau travail en termes de reconnaissance institutionnelle. Je pense que nos institutions reconnaissent la valeur de la recherche, mais je pense qu'il y a encore des multiples priorités organisationnelles qui compétitionnent. Donc, c'est toujours la compétition entre la recherche, la productivité, la formation, de quelle façon qu'on est capable d'intégrer ça ou qu'on est capable d'amener ça vraiment à l'avant-plan pour faire en sorte que toutes ces compétences-là soient reconnues. Parce qu'il y a un gros élément aussi là-dedans. On vient tout au travail à chaque jour avec la bonne intention, on veut faire la meilleure chose pour nos patients. Mais si on veut vraiment évoluer comme société, je pense que la recherche doit être un pilier fondamental puis essentiel à notre trajectoire. Les leviers puis les bonnes pratiques, mais je pense que dans ce volet-là, je ne vous apprendrai pas grand-chose, que c'est si on est capable de créer des espaces de collaboration entre les cliniciens, les chercheurs, les étudiants, on va définitivement évoluer vers les meilleures pratiques. Intégrer la recherche au milieu clinique à travers des projets qui sont appliqués.
soutenir des parcours qui parfois sont hybrides, puis valoriser la recherche dans l'évaluation professionnelle. Je pense qu'on se doit de nommer l'aspect recherche comme c'est une compétence. On va vraiment chercher une compétence avancée en recherche. Puis, je pense que la valorisation de ça est très importante. Puis, je pense que le dernier élément, et vraiment non le moindre, on aurait peut-être pu le mettre numéro 1, c'est la communication. Donc, comment on communique les retombées concrètes sur nos pratiques. Ça passe par quoi? Bien, ça passe, comme j'ai mentionné tantôt, par l'évaluation des besoins de nos communautés. L'évaluation va apporter de l'amélioration continue de nos pratiques. Ça va nous mettre dans un mode d'innovation continuelle. On a aussi une partie de responsabilisation sociale. Par responsabilisation sociale, c'est vraiment de regarder, on est imputable à notre société, c'est vraiment les besoins de nos communautés qui devraient être le moteur ou le driver premier pour nos pratiques innovantes. Puis, toute la partie responsabilité des personnes étudiantes, si on veut inclure la recherche dans notre culture, très tôt, il faut avoir des beaux projets, des projets où est-ce qu'on est capable d'engager les personnes étudiantes à travailler avec nous. Puis je pense que ça, pour eux autres, non seulement ça leur permet d'avoir des profils qui sont plus riches, mais ça leur donne des opportunités aussi de pouvoir performer avec les meilleurs au Canada puis à l'international. Puis je pense que ça, il faut le mettre aussi à l'avant-plan. Donc, pour moi, un peuple qui se respecte, c'est aussi un peuple qui s'évalue, qui innove, puis qui évolue. Un petit mot sur la communication. La communication puis la valorisation de la recherche, bien, comme on l'a mentionné, la recherche doit être reconnue. Je pense que ça nous prend des stratégies de communication pour permettre de valoriser les résultats, les équipes, puis c'est quoi les impacts concrets sur la pratique. Cet été, on avait le nouveau directeur général là, de l'Institut de recherche en santé du Canada qui était ici, puis disait toutes les orientations, puis les énergies, les argents vont être mis de plus en plus sur pouvoir démontrer l'impact concret que la recherche va avoir sur la pratique. Donc, comment on communique de façon efficace les impacts qu'ont eu nos projets de recherche sur nos pratiques au quotidien. Tout l'aspect vulgarisation. Une partie de la recherche, c'est aussi faire du marketing. Il faut qu'on puisse bien communiquer. Il faut qu'on puisse communiquer en fonction des populations cibles à qui on veut que les messages soient transmis. Il faut développer vraiment une culture positive de recherche, puis communiquer, mais c'est aussi créer des liens entre la recherche, l'enseignement et la clinique pour renforcer vraiment ce sentiment d'appartenance institutionnelle-là à nos projets de recherche. Fait que ça, c'est vraiment juste une autre illustration de la manière que je le voyais, vraiment les besoins, on aurait pu mettre un S là, c'est vraiment les besoins de nos communautés au centre de nos actions. Puis c'est vraiment de voir, parce que des fois, on va dire, ah, ben, c'est quoi le rôle de l'université, c'est quoi le rôle du chercheur, c'est quoi le rôle du clinicien. C'est vraiment une responsabilité partagée. Puis je pense qu'on aurait intérêt à mieux comprendre c'est quoi le rôle de chacun de ces partenaires-là au sein de nos projets, puis on va y toucher rapidement. Juste ici, rapidement, quelques initiatives inspirantes, des centres de recherche intégrés à la pratique clinique, la formation en méthodologie de recherche pour les professionnels de la santé, des projets qui touchent la collaboration avec les étudiants, des journées thématiques ou des cafés de recherche. Je pense que
La présentation de ce midi, c'est un excellent exemple de comment est-ce qu'on est capable d'inspirer à travers nos projets de recherche. Puis l'autre initiative, je pense, qui a été très, très appréciée, c'est les forums de réflexion collective avec les acteurs de nos communautés sur des différentes thématiques. Je pense que ça aussi, c'est des initiatives qui ont porté fruit, puis qui continuent là, de faire belle presse là, dans le monde de la recherche. Donc, de l'idée à la publication, ben, ça commence où? Fait que souvent, c'est ça que les gens vont me dire, mais Nicole, tu t'es impliquée dans la recherche, comment, pourquoi? Et puis, je dois dire que dans le monde du TSAF, mes collègues de l'Ouest du Canada probablement ont commencé à dire que j'étais une chercheure bien avant que moi, je me suis approprié le titre de chercheur, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on était à l'avant-plan de proposer des idées, de voir des écarts de pratique aussi. Fait que souvent, moi, quand je regarde un graphique, quand je regarde une présentation, mon œil ne va pas nécessairement tout le temps sur la tendance, mais il va souvent sur l'écart, puis pourquoi qu'il y a un écart. Puis je pense que c'est en étant curieux dans les écarts de pratique qu'on se permet de se poser des questions qui nous amènent vers un projet. Donc, définir un projet, trouver le financement pour pouvoir supporter les projets. Puis ça passe souvent par les abstracts, puis la façon qu'on est capable là encore, de communiquer notre projet, de bien pouvoir cibler c'est quoi l'intention du projet, puis c'est quoi les retombées ou c'est quoi la pertinence clinique du projet. Là, après ça, ben, on vient s'entourer d'une équipe pour être capable d'aller d'une façon plus approfondie en méthodologie pour voir de quelle façon qu'on est capable de mettre, c'est quoi le moyen qu'on se donne pour être capable de faire notre projet. Puis là, après ça, ben, souvent, une fois qu'on a fini cette partie-là, ben, ça nous présente, ça nous offre les possibilités de pouvoir faire des présentations, des posters, commencer à socialiser les recherches qu'on a faites, les résultats qu'on a eus. Puis de là, ben, ça nous permet aussi de dire, OK, est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut faire une écriture? Est-ce qu'on veut faire une publication de nos résultats? Puis, la dernière étape, c'est vraiment la mise en action de la découverte. Donc, de quelle façon qu'on passe de la publication à la pertinence clinique puis les actions cliniques qui vont vraiment faire en sorte qu'on est dans un cercle d'amélioration continue. Puis une fois qu'on est rendu à l'étape 10, ben, je n'ai pas besoin de vous dire que ça ne prend pas grand-chose pour dire « Ah, il y a un autre petit écart », puis après ça, on continue notre cycle d'amélioration. Fait que là, j'aimerais juste passer comme un petit instant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, dans mon parcours, on dirait qu'à chaque phase, je suis toujours très, très intéressée puis très surprise de voir qu'il y a probablement plus de ressources qu'on pense à l'intérieur de nos centres qu'on le réalise. Comme médecin, ben moi, ma spécialité, c'est de faire de la clinique, c'est d'être une clinicienne d'abord et avant tout. Puis je ne suis pas sûre que comme médecin clinicien, on sait toujours très bien c'est quoi le rôle des autres acteurs, puis des autres collaborateurs qui sont là pour venir supporter les idées que nous autres, on pourra avoir ou les idées ou les écarts qu'on a identifiés ou les projets qu'on aimerait. Puis moi, je suis la première à dire que souvent, je me sentais comme coupable d'aller chercher d'autres partenaires parce que j'avais toujours un peu la notion que c'était des choses c'est moi qu'il fallait qu'ils fassent. Puis même cette semaine, on avait une discussion entre collègues, puis le médecin m'a dit, oui, mais Nicole, ben, j'ai pas le temps d'écrire un article. Ben, j'ai dit, oui, mais c'est pas nous autres qui vont nécessairement écrire l'article. Nous autres, on va guider la réflexion, on va amener une partie d'expertise de contenu, mais c'est de bien savoir c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun des acteurs. Fait que dans
dans notre écosystème ici au Nouveau-Brunswick, ben, on a des chercheurs. Donc, tu as l'Université de Moncton, tu as l'Université de Sherbrooke. Puis eux autres, c'est vraiment comme le volet académique. Donc, eux autres, c'est toute la structure, la rigueur qui va autour du processus de la recherche, en plus d'être vraiment des experts de contenu, non seulement du processus, mais aussi des experts du contenu du projet pour lequel on veut faire un projet de recherche. Le centre de formation, ben là, j'ai deux petites diapos après là, qui vont peut-être parler de chacun. Je vais peut-être juste en parler rapidement. On a le centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick qui, lui, va venir tenter d'intégrer le tout de plusieurs de ces acteurs-là. On a des cliniciens, puis là, les cliniciens, c'est les médecins, les infirmières, les professionnels de la santé qui sont là, les gestionnaires aussi qui sont là, qui veulent être des collaborateurs dans des projets d'amélioration. Les personnes étudiantes. Puis des fois, j'utilise de façon interchangeable recherche, innovation, amélioration continue. Là, il y en a qui peuvent venir puis qui peuvent me challenger sur la sémantique de, ben Nicole, l'amélioration continue, c'est pas nécessairement la recherche, puis la recherche, c'est pas nécessairement de l'évaluation. Puis ben, à la fin de la journée, là, c'est tout dans la perspective d'amélioration continue des soins puis de la qualité des soins qu'on offre à notre clientèle. Fait que je veux juste, des fois, en tout cas, nous autres, dans le monde médical, on avait comme tendance à dire, ah ben, il faut compartimentaliser ça, mais à la fin de la journée, je pense que c'est l'intention qui est importante. Un autre acteur principal, c'est le réseau de santé et vitalité, tout un bureau d'appui à la recherche que je vais juste dire un petit mot. Les instituts de recherche, donc c'est quoi le rôle des instituts de recherche, en particulier ici au Nouveau-Brunswick? Nos patients partenaires, je pense que d'avoir des patients partenaires, ça va juste rendre beaucoup plus riche nos parcours, puis ça va faire en sorte que nos targets sont vraiment plus ciblés, vraiment aux besoins de nos populations. Puis, je ne peux pas mettre assez d'emphase sur les forces de l'interdisciplinarité. Je pense qu'on va être beaucoup plus fort ensemble. Donc, c'est comment qu'on arrive à mieux connaître toutes ces belles ressources-là pour pouvoir faire un projet qui est beaucoup plus, de société qui est beaucoup plus transversal. Donc, dans le rôle du centre de formation, mais le centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, en matière de recherche, ben, on accueille ici et des chercheurs. On a des chercheurs de l'Université de Moncton, on a des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Ces professeurs-chercheurs-là sont aussi des enseignants, donc ils contribuent aussi à la transmission du savoir par l'enseignement. Ils développent des projets de recherche et d'intervention. Les grands axes de recherche ici au centre de formation, puis ils sont un peu semblables à ce que vous allez voir dans l'autre diapositive pour l'Institut de recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Mais les grands axes de recherche présentement, c'est vraiment les habitudes de vie, la santé mentale à travers la trajectoire de vie, la prévention des maladies chroniques, le vieillissement de la population, puis de quelle façon qu'on est capable d'optimiser nos soins de santé. Puis ça, on le fait vraiment par de la recherche en démographie populationnelle. Puis un exemple de ça, c'est on a formé des médecins ici au centre de formation médicale. Ils sont rendus où? Ils habitent où? Est-ce qu'ils pratiquent au Nouveau-Brunswick? Ils ne pratiquent pas au Nouveau-Brunswick? Ça, c'est vraiment des éléments qui nous permettent d'avoir des indicateurs forts pour des actions en matière de recrutement puis de rétention par la suite. Fait que vraiment, les trois grands, le 3D model, là, c'est décrire, découvrir puis déployer. C'est vraiment ça là, la base ici au centre de formation. Puis, on a aussi tout un volet de supervision puis d'encadrement de personnes étudiantes. Donc, on a des personnes au postdoctorat, au doctorat, à la maîtrise. Puis, on a des projets de recherche par les étudiants en médecine puis les résidents en médecine familiale. On facilite aussi la collaboration avec les différents partenariats. Donc, on a aussi une partie subvention puis des fonds de recherche pour les cliniciens, les étudiants puis les professeurs. Puis, on a aussi des événements mensuels comme celui de ce midi pour permettre des échanges, du réseautage puis la communication des résultats qu'on fait en matière de recherche.
Puis un petit fait intéressant, j'ai toujours eu comme un gros questionnement, moi, sur les affiliations, parce que j'étais un professeur d'enseignement clinique de l'Université de Sherbrooke, j'étais aussi un professeur clinicienne de l'Université de Moncton, j'étais dans le réseau de santé de vitalité, j'avais le centre d'excellence, puis j'enseignais au centre de formation. J'ai toujours eu un peu comme, OK, mais c'est quoi mon affiliation principale? Ce que je me suis aperçue, c'est que je pense qu'on a intérêt à divulguer ou à mettre toutes nos affiliations parce que je pense que ça peut nous offrir des différentes opportunités dans le monde de la recherche que si qu'on a tendance à être plus restrictif. Donc, je pense qu'on a plus tendance à être, on devrait aller plus vers l'inclusif que le restrictif. Le réseau de santé et vitalité, puis là, Erika, je sais que tu es en ligne. Je ne sais pas si que tu veux peut-être juste faire un petit clin d'œil sur le réseau de santé et vitalité, puis qu'est-ce que les différents éléments qu'on amène en appui à la recherche. Erika, es-tu encore là? Oui, je suis là. Je me démutais. En fait, le Bureau d'appui à la recherche, c'est une entité qui est là pour, on dit toujours, on est là pour supporter les chercheurs de l'externe qui veulent faire des projets de recherche au réseau de santé et vitalité. Puis on a la chance d'avoir quelques chercheurs parmi nous, mais on appuie surtout les gens qui n'ont pas nécessairement un chapeau de recherche ou qui n'ont pas de temps protégé pour la recherche pour développer des activités de recherche, que ce soit une revue des meilleures pratiques pour appuyer la décision clinique ou que ce soit pour développer un projet de recherche ou un projet d'évaluation. En fait, on est là, on dit toujours qu'on n'est pas les experts de contenu, on n'a pas ce chapeau-là. Nous, on a le chapeau d'experts de recherche, donc on est là pour faciliter, dans le fond, toutes les activités, toutes les étapes de la recherche, que ce soit du début jusqu'à la fin, jusqu'à le transfert des connaissances. Donc, puis on a eu le plaisir de travailler avec Nicole à quelques reprises sur certains projets de TSAF. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce que le bureau de la recherche peut faire, il a changé beaucoup durant les dernières années. Donc, ça me fera plaisir de partager plus de renseignements par rapport à ça. Merci, Erika. Puis l'autre, dans notre écosystème, on a aussi des instituts de recherche. Initialement, puis en fait, on vient d'avoir un nouvel institut de recherche en santé au Nouveau-Brunswick, qui est l'IRSNB. Avant ça, c'était l'Institut Atlantique de recherche santé recherche sur le cancer. Puis là, je pense que l'Institut de recherche a vraiment décidé d'ouvrir l'éventail et de pas juste axer sur le cancer, mais aussi d'avoir un rôle plus global. Je ne sais pas si Marc est là. Marc, es-tu en ligne? Il n'était pas certain qu'il pouvait se joindre. Peut-être pas là. OK. Fait que vraiment, la vision, c'est vraiment d'être un pont focal de création puis d'intégration de solutions pour adresser les enjeux en santé de la population, puis de voir comment ensemble, agir ensemble pour une recherche en santé a un fort impact au bénéfice de nos communautés. Fait qu'eux autres, vraiment, les pôles de recherche pour le nouvel Institut de recherche en santé du Nouveau-Brunswick, c'est le cancer, le vieillissement, les neurosciences, puis la santé mentale, promotion de la santé et prévention des maladies chroniques, puis la recherche sur le système de soins de santé. Ils ont aussi des axes transversaux comme l'intelligence de données, l'intelligence artificielle, la génomique, puis la pathophysiologie cellulaire, puis moléculaire. Ça fait que c'est comme un joueur qui est là depuis longtemps, mais qui est en train de se transformer pour avoir un impact plus grand au niveau des populations. Puis, on a vraiment hâte là, de voir qu'est-ce que l'Institut de recherche en santé du Nouveau-Brunswick va nous apporter en matière de collaboration là, dans les années qui s'en viennent. Fait que vraiment, de là, je vais laisser la discussion ouverte. C'est comment qu'on peut favoriser une culture de recherche partagée au sein de nos institutions, quelles conditions locales favorisent la réussite de cette intégration-là, puis y a-t-il des appuis institutionnels qui seraient nécessaires, selon nous, pour soutenir la démarche plus transversale de la recherche?
Fait qu'en conclusion, c'est vraiment intégrer la recherche dans nos activités cliniques et académiques, c'est vraiment renforcer la qualité, la pertinence et l'innovation. Ça demande une vision commune, ça demande du temps, puis ça va demander de la reconnaissance aussi. Mais je pense qu'ensemble, faire de la recherche, on devrait faire de la recherche d'une dimension plus naturelle au sein de nos volets cliniques. Puis je pense que ça va juste faire en sorte que notre population de chez nous va toujours avoir des soins à la plus fine pointe de ce qu'on est capable de leur offrir, puis de vraiment pouvoir maximiser la qualité des soins qu'on offre à notre population. Fait que s'engager puis innover pour la santé de nos communautés, c'était un peu les messages que je voulais vous livrer aujourd'hui. Donc, je vais arrêter le partage, puis on va ouvrir la discussion pour des pistes de réflexion, puis si les gens veulent ouvrir leur caméra, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir vous voir. Excellent. Ben, je veux juste te dire merci, Nicole, pour cette belle présentation. Beaucoup de choses que tu mentionnes ici que je suis capable d'aller chercher dans mes réflexions en tant que chercheur. Je ne vais pas prendre le micro pour en jaser, je vais laisser la place aux autres. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires ou des suggestions. Je sais qu'il y a déjà des choses qui ont été écrites dans le chat, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à mentionner ou à discuter avec Dr. Leblanc? Oui, Gabriel. Oui, c'est ça. Je me suis absenté pour 1 ou 2 minutes. Là. Je suis dans mon bureau, mais j'ai mis quelque chose dans le chat box. Là. Moi, ça fait des années que je parle de ça un peu à toutes sortes de personnes que je croise dans le domaine de la recherche. Je pense que si on pouvait avoir dans notre centre des gens qui sont de la profession de medical writers. Medical writers, c'est une profession accréditée, reconnue, avec un salaire, bon, ça peut aller de 50 à 100 000 $ par année. Ces gens-là ne font qu'écrire, formater l'article dans le style de la revue, établir les références, mettre le texte, l'abstract, l'introduction, la méthode et je pense, avec les outils qu'on a, AI, ce travail-là faciliterait grandement l'accomplissement d'une publication. Moi, personnellement, j'ai des dizaines d'articles dans ma tête, que je ne peux pas même voir où je vais trouver la semaine, le mois pour m'asseoir et écrire, faire une revue de la littérature, mettre ça dans le style de New England, mettre ça dans le style de Lancet, puis pour finalement me faire dire article refusé. Fait qu'il y a beaucoup de freins pour le clinicien d'arriver à publier. Excusez, j'ai un téléphone qui arrive en même temps. Puis, Gabriel, oui. je vais peut-être répondre à ta question parce que ça a été Oui. un de mes pet peeves, ça aussi, là. Parce que souvent, quand on soumettait des abstracts, on s'apercevait que c'était dans la qualité de l'écriture de ce qu'on envoyait. Puis souvent, c'était ça qui faisait en sorte qu'on n'était pas nécessairement accepté. Puis je pense qu'il y a une partie de ça qui est la maturité de notre écosystème, là. OK? Je pense qu'on est... Mais Puis j'ai vu qu'Erika avait levé la main aussi. On a fait beaucoup de travail dans ce domaine-là, en tout cas avec les équipes que moi j'ai travaillé là, sur comment faire justement là, comment est-ce qu'on rédige les abstracts. Puis, Gabriel, tu as touché comme 2 points que je vais peut-être mettre de l'emphase dessus aussi. C'est qu'on pense que c'est nous autres qu'il faut qu'ils fassent tout ça. Mais ça ne l'est pas. C'est qu'il y a nous autres, on est là pour dire, on a un expert de contenu, on a une idée, on identifie un écart. Après ça, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour justement que les étudiants, les chercheurs, les gens du secteur d'appui à la recherche, eux autres vont nous amener la structure, le corps un peu de ce qu'on a développé puis ce qu'on a à faire. Puis nous autres, on demeure l'expert de contenu, mais ce n'est pas nécessairement nous autres qui va écrire l'article, ce n'est pas nécessairement nous autres qui va
Puis moi, pendant longtemps, je me suis sentie, puis je parlais de ça hier avec quelqu'un, puis je me suis sentie super coupable parce que je me disais tout le temps, ah ben, ça devrait être moi qui fais ça parce que, tu sais, si mon nom est dans une publication, il faut que je fasse tout ce travail-là moi-même. C'est vraiment pas ça. Puis il y a comme un tipping point aussi parce que je pense que plus qu'on a des équipes performantes au niveau de la recherche, plus que ça devient exponentiel, le nombre de publications qu'on peut faire, toute la partie transfert des connaissances qu'on est capable de faire. Je ne sais pas, Erika, je sais que tu avais levé la main, je ne sais pas si tu voulais piggybacker là-dessus, là, sur le volet là, de... Oui, je peux. Je pense que c'est une question importante, mais comme tu dis, je pense que faire de la recherche, it takes a village. Je pense que c'est une équipe. On a tous nos forces, puis je pense que c'est un point, c'est un peu où est-ce que tu rejoins beaucoup dans ta présentation, c'est l'importance de faire des partenariats puis d'avoir les bons acteurs autour de la table. Mais faire de la recherche, c'est un art, ça prend du temps, c'est sûr, puis c'est sûr que pour avoir du temps protégé pour les cliniciens, c'est pas facile. Le Bureau d'appui à la recherche de vitalité, Dr. Giroir a beaucoup évolué dans le temps. Je pense que ça pourrait valoir la peine qu'on s'assoie puis qu'on voit comment on peut vous appuyer mieux pour développer des articles. Je pense que Nicole, tu peux être un bon témoin de ce qu'on est capable de faire. On a des gens qui peuvent vous appuyer pour développer les articles. C'est sûr que c'est pas des ghostwriters, si on veut. C'est des gens qui vous appuient puis qui développe les idées puis avec vous, mais je pense que ça pourrait extrêmement vous donner un appui important là, pour passer pour des case reports, des articles scientifiques, etc. On a quand même une grande équipe maintenant de à peu près une vingtaine de professionnels, la plupart avec des PhD qui sont capables d'apporter ces idées-là à fruition. Il y a toute une équipe aussi, ce que moi j'ai découvert aussi, là, ça fait que là, depuis que je suis au centre de formation médicale, avec Saïd aussi, il y a comme toute une autre équipe. Puis je pense qu'il y a toute une autre équipe d'universitaires aussi que je pense qu'on a, oui, absolument. on a avantage d'aller chercher. Ça fait que la force de l'équipe, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être plus performants. Parce qu'à la fin de la journée, Gabriel puis moi, ben, on demeure des cliniciens, là. Puis notre expertise, c'est pas de faire de nous des chercheurs temps plein, c'est de dire de quelle façon qu'on est capable de prendre notre expertise clinique. Puis l'autre chose qu'il faut réaliser aussi, c'est que nos chercheurs ont besoin de notre expertise clinique pour être capables de faire leur projet de recherche aussi. Donc, c'est vraiment comme c'est une valeur ajoutée pour tous, là, de pouvoir avoir ces équipes-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Isabelle? Bonjour, merci premièrement pour la belle présentation, Nicole, c'est très apprécié. Je vais juste demander la question, juste parce que je sais qu'il y a des étudiants qui écoutent présentement la conférence, puis il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement d'expérience en recherche, puis je sais qu'il y a des étudiants qui se demandent comme comment est-ce qu'on approche quelqu'un pour participer dans un projet de recherche. Est-ce que tu aurais des recommandations pour ces étudiants-là ou est-ce que je sais que Saïd aussi va peut-être nous parler quelque temps des stages d'été, qui est des opportunités de recherche, mais comme en général, pendant l'année, est-ce qu'il y a des opportunités pour des étudiants? Ça fait que je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose par rapport à ça. Ben, c'est certain que moi, je peux partager mon expérience, là. Tu sais, Isabelle, tu le sais, là, tu m'as appelé et tu as dit, Nicole, as-tu un projet de recherche pour moi, là? C'est comme ça que ça a commencé, puis je n'avais pas, puis j'avais beaucoup d'idées. Fait que c'est de là qu'on a parti, puis on s'est mis, puis 24 heures, puis là, je ne sais pas si Annette est en ligne aussi, mais Annette qui est notre gestionnaire de notre centre d'excellence, on s'est mis ensemble avec Chantal, puis on a pondu un projet. D'avoir des idées, puis d'avoir ça prend juste de l'intérêt. Fait que je pense que, pour moi, pour les étudiants, c'est juste d'être curieux. Okay? Numéro 1, c'est d'être curieux. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse? Parce que, tu sais, Isabelle, quand on avait discuté, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que de travailler sur un projet de recherche qui vous intéresse, c'est certain que ça va vous allumer puis ça va vous interpeller à aller à un autre niveau.
Puis c'est certain que si vous pouvez identifier ou s'il y a un clinicien, un médecin qui est intéressé à la recherche, si nous autres, on peut être des facilitateurs. Là. Fait que ces personnes-là peuvent venir nous voir. Ça va me faire plaisir de partager mon expérience. Ça va me faire plaisir de partager c'est quoi les ressources qu'on a à notre disposition aussi pour être capable de soutenir puis supporter ces cliniciens-là dans le processus. Puis, je vais prendre le projet qu'on a fait ensemble, Isabelle, comme exemple. Je veux dire, le projet d'étudiants d'été. Moi, je n'ai pas mis 40 heures de travail là-dessus. Là. On avait le bureau d'appui à la recherche, ça fait on avait toute l'équipe qui est venue soutenir les étudiants. C'est eux autres qui vous ont donné la méthodologie, c'est eux autres qui vous ont démontré comment faire la revue de littérature. Fait que nous autres, on était là pour soutenir comme experts de contenu, mais c'était vraiment tous les partenaires qui sont venus ensemble. Ça fait que, pour répondre et à Gabriel et un peu à toi, Isabelle, dans les deux questions, ben, c'est de trouver l'intérêt, d'avoir l'intérêt, puis après ça, ça va nous faire plaisir, comme au centre de formation, de pouvoir faciliter les contacts puis l'élaboration des ressources là, pour pouvoir voir que le projet puisse être réalité. Là. Merci. Ça donne plein de belles opportunités, là, parce que je vais utiliser. Isabelle est venue présenter à une conférence internationale à Seattle. Ça fait comme pour les étudiants, je pense que ça peut donner des super belles vitrines, puis ça peut donner des super belles opportunités, avoir du rayonnement. Puis en même temps, monter votre dossier, puis ça vous permet, vous autres aussi, de pouvoir être à la table des meilleurs chercheurs puis étudiants-chercheurs quand vous allez présenter vos dossiers là, pour la suite de votre parcours aussi. Là. C'est Sylvie, je pense, que la main levée. Allô, Nicole. Hey, Sylvie. Vraiment intéressant, vraiment impressionnant d'apprendre plus à propos de ton parcours. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à la publication, que c'est, dans le fond, c'est un des outcomes de la recherche. Là. Ça n'a pas besoin d'être ça, puis ça ne devrait pas être nécessairement vu comme le gold standard de on fait la recherche pour publier. Il y a tellement d'autres opportunités, tellement d'autres choses qu'on est capable de faire avec la recherche qu'on fait. Puis, par exemple, un poster, une présentation poster, une conférence locale, provinciale, nationale, internationale, ça peut compter tout autant qu'une publication qui est aussi souvent beaucoup plus accessible. Des choses comme des améliorations de la qualité de l'acte aussi. Au niveau de l'hôpital même. Excuse-moi, j'ai un bébé qui pleure à côté de moi, là, mais de l'amélioration de la qualité de l'acte au niveau de l'hôpital, d'être capable de former, de créer des points de pratique, par exemple, ou des choses comme ça, sans nécessairement avoir une publication qui va être dans le Lancet. Là. Mais ça peut être quelque chose de vraiment accessible sans nécessairement avoir une publication. C'est fantastique, c'est une publication après un projet de recherche, mais je pense qu'on devrait enlever ça ou retirer ça d'être le but principal de la recherche en général. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, puis merci d'amener ce point-là parce que, dans le fond, l'amélioration, c'est ça qui est l'objectif. Puis c'est d'offrir la meilleure qualité des soins possible à notre clientèle. Puis au départ, tous les projets, puis comment est-ce que ça a commencé, puis être curieux, puis c'était pas pour faire des publications, c'était juste pour améliorer puis être en amélioration continue de notre pratique. Fait que c'est un excellent point. Merci de l'avoir soulevé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou points de discussion qu'on veut apporter avec Nicole? On a peut-être le temps pour une dernière. Personne. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs, y a-t-il d'autres personnes qui ont entendu de l'aspect clinique, y a-t-il des volets chercheurs, universitaires, y a-t-il des universitaires qui ont quelque chose à contribuer dans notre écosystème? Je pourrais ajouter mon grain de sel, mais je vais laisser la place à quelqu'un d'autre s'ils ont des questions. Oui, Jalila. Jalila. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, Nicole. C'est la deuxième fois que je t'écoute et je suis toujours émerveillée par ton parcours. Ça fait rêver
tout médecin et surtout médecin-chercheur, c'est comme extraordinaire. Bravo. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est un petit peu rentrer le mandat que j'ai avec le CFMNB. Tout de suite, je suis superviseur clinique pour les stages de santé publique, stages d'externat. Et c'est une belle opportunité justement où les cliniciens, sous le volet de tout ce qui est prévention, on a parlé de la qualité de l'acte, que nos étudiants en tant que stagiaires en santé publique et médecine préventive pourraient contribuer à faire avancer. Donc, j'interviens juste pour offrir cette opportunité s'il y a des cliniciens ou si le bureau d'aide à la recherche de vitalité a des petits projets et qui pensent pouvoir être faisables en 4 semaines à peu près. Ben, les étudiants en médecine, durant leur stage de santé publique, pourraient les faire et ça serait très intéressant pour eux parce que c'est essentiellement le moment d'aller implanter un petit peu la graine de la recherche chez ces jeunes proches résidents. Ah oui, absolument. J'allais dire merci. Merci pour ce commentaire-là. Puis, en fait, même ce matin, je parlais avec notre neuropsychologue au centre d'excellence, puis on se disait, puis avec Erika, là, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait peut-être commencer à faire comme des genres de petits, soit des comités ou des genres des petits groupes, là, où est-ce qu'on serait vraiment en interdisciplinaire, puis qu'on dirait, OK, ben, toi, tu as telle ressource, toi, tu as telle ressource, toi, tu es universitaire, toi, tu as le centre de formation, l'étudiant, puis, tu sais, de pouvoir avoir ces pôles de recherche-là, là, comme où est-ce que tu as vraiment l'interdisciplinarité. Fait que, tu sais, Gabriel, j'ai bien entendu ton message tantôt. Fait que peut-être qu'à une de ces petits dîners-causeries-là ou quelque chose comme ça, qu'on pourrait peut-être avoir ces discussions-là sur maximiser les ressources. Eh bien, ça a vraiment été très agréable. Merci, Saïd, de l'invitation. Ben merci. Merci à tout le monde pour les questions. Nicole, merci pour la super belle présentation. Je retire une chose que parmi tout ce qu'on fait, tout doit dériver d'un besoin de la population. Puis tu l'as bien mentionné dans ton petit graphique, puis tu l'as mentionné, puis les gens l'ont mentionné plusieurs fois. Une des choses importantes pour moi, puis une des plus grandes réussites pour moi en tant que chercheur, c'est bien beau publier, c'est bien beau les financements, etc., etc. Mais quand je suis capable de faire une vraie différence dans la vie de quelqu'un à la fin de la journée, pour moi, comme chercheur, j'ai réussi qu'est-ce que j'ai à réussir. Donc, je pense que ce message-là est super important dans l'écosystème de recherche. Merci. Encore une fois, on peut voir que le centre de formation, maintenant, sous ta tutelle, on est entre bonnes mains. On est excité de passer à l'avant avec tout ce que tu as en tête, tout ce que tu veux faire. Donc, merci pour ton temps aujourd'hui. Je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé, mais d'avoir pris le temps de nous montrer ça, de nous parler un peu de l'écosystème autour de nous, on apprécie beaucoup ça. À tout le monde qui était ici, merci beaucoup. Je vous dis de garder une note dans votre calendrier pour le 10 novembre, qui sera la prochaine conférence mensuelle. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais 10 novembre dans vos calendriers, on devrait avoir une annonce sous peu. Donc, merci encore une fois, Nicole. Merci à tous et je vous souhaite à tous une belle journée. Et merci à Michael qui m'a aidé avec ma présentation PowerPoint. Merci, Michael. Merci.